Patrick attendait effectivement les applaudissements pour qu'il puisse se mettre enfin en route. Patrick, effectivement, est impatient de vous retrouver puisque je vous rappelle que l'année dernière, il nous avait fait faux bond. L'année dernière, il avait cru pouvoir partir outre-Atlantique et devenir américain. Donc, on a failli même le perdre. Il a failli y rester. Mais l'appel des Cévennes a été plus fort et donc il est revenu. Et nous avons donc le privilège, le plaisir de le retrouver ce soir. Alors, en réalité, on a déjà eu le privilège de l'entendre cette année, ici même, puisque le 4 juin dernier, lorsque le grand rabbin de France est venu ici, il y a eu une conférence de Patrick Cabanel, donc sur un thème qui sera tout à fait différent de celui d'aujourd'hui et qui sera porté donc au rapport entre les protestants et les juifs. Alors le titre était très beau, rappelle-moi, ton titre, il ne se souvient plus, mais c'était donc les rapports entre protestants et juifs, et c'était très intéressant. Il y a pas le mot énigme. La double énigme. La double énigme. Voilà, la double énigme. Pourquoi double, Mais bon, c'était ainsi et c'était très beau. Donc, je vous rappellerai simplement, mais c'est pour mémoire, donc parmi tous les ouvrages que Patrick a écrits, donc sur précisément cette période du refuge, de la terre de refuge, des Cévennes, terre de refuge, 1940-1944. Bien entendu, sa somme, nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. Sur donc les rapports entre les protestants et les juifs, et le sauvetage des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, en 663 pages, vous saurez tout. Je voudrais également signaler le dernier livre qu'il a sorti sur... Non, il me dit que ce n'est pas le dernier parce que j'ai du retard. Donc sur Mireille Philippe, La passeuse de frontières, donc ici aux éditions Ampélos. Et puis, je vous rappelle, mais ça je sais bien que ce n'est pas le dernier, sans doute l'un des plus beaux livres de Patrick, mais c'est aussi le plus court. Je ne dis pas que c'est pour ça que c'est le plus beau, mais il ne fait que 77 pages. Et donc sur Cévennes, un jardin d'Israël, un très beau livre que je vous recommande. Et puis, il y a son pendant, si je puis dire, Les pommiers juifs du Pandénis. Donc ça, c'est pour le Patrick... Cévennes, terre de refuge. Maintenant, nous revenons aux Cévennes plus générales, plus les Cévennes que nous connaissons. Je voudrais vous rappeler, donc là, il a fait, mais là aussi, c'est un livre qui est court, parce qu'il ne fait que 120 pages, que sais-je, sur l'histoire des Cévennes. En 120 pages, vous savez tout sur l'histoire des Cévennes. C'est un très beau livre. Patrick également fait des livres, alors donc il fait des pavés, je vais en parler tout à l'heure, mais il fait également des livres d'images. Il aime les dessins, il aime les photos. Et donc, il a écrit un très beau petit livre de photos avec Michel Verdier, Lieu de mémoire des Cévennes. Pour se rapprocher encore plus de notre thématique de ce soir, je voudrais vous rappeler également un autre livre d'images, de photos, de gravures, d'illustrations sur le protestantisme français, La Belle Histoire. C'est un très beau livre, un très beau cadeau que vous pouvez faire donc à tous vos proches sur les différents musées du protestantisme. Il y a les objets les plus emblématiques que l'on peut trouver. Aujourd'hui, Patrick donc revient des États-Unis avec un ouvrage, La fabrique des Huguenots. En réalité, il ne revient pas avec ça parce que c'est paru l'année dernière, mais il n'a pas pu nous le présenter l'an dernier. Donc, La fabrique des Huguenots, et donc aujourd'hui, il va nous parler de cet ouvrage, mais je pense qu'il ne va pas nous en parler durant 660 pages, mais de manière un peu plus courte. Il y aura peut-être une conférence d'1 heure, puis ensuite des questions. Donc, je ne vais pas tarder et je lui cède tout de suite la parole. Merci, merci Denis. Je vous souhaite la bienvenue. Oui, effectivement, l'année dernière, donc, j'étais allé enseigner la littérature française, en français, hein, je suis incapable de parler anglais, dans un collège américain, pas loin de Boston, à côté d'un État que je vous recommande vivement. Je ne savais pas, mais les États-Unis ont une Lozère. Ils ont une Margeride, plus qu'un Aubrac. Ça s'appelle le Vermont, et c'est magnifique. C'est le sommet, le Vermont, voilà. Et d'ailleurs, je suis allé au culte tous les dimanches. Cet été-là, j'ai laissé tomber l'église réformée qui me paraissait assez plan-plan. Et je suis allé chez des baptistes,
avec écran de télévision, un pasteur qui jouait du piano tout en prêchant, et qui était à la tête d'une famille de 5 jeunes enfants, vous savez, comme ça, en décalé, dont des jumeaux, et qui étaient de mère huguenote. Voilà. Et puis j'ai découvert aussi, je vous le signale, j'ai découvert les protestants les plus étonnants qui soient au monde, les Shakers. Ça vous dit quelque chose? Pas les Quakers, les Shakers. Extraordinaire. Il en reste 2 dans le monde. Ils pratiquent le célibat, donc... non, ils se recrutaient avec des orphelins, des convertis, si on peut dire. 2, un vieil homme, une vieille femme, dans un village shaker. J'ai essayé de les rencontrer, expliquer que j'étais historien, respectueux, mais ça m'a été interdit. Voilà. Je ne les prenais pas pour des animaux de cirque. Je voulais rencontrer les derniers shakers vivants, mais ça m'a été très gentiment refusé. Voilà. À propos de livres, oui, je vous signale qu'après Mireille Philippe, dont tu as très bien fait de ne pas dire qu'elle était l'épouse d'André Philippe, car je n'ai pas écrit la biographie de Madame André Philippe, comme on disait jadis, mais de Mireille Philippe, qui, je dirais, est entrée dans l'histoire seule. Son mari, André, le futur ministre, le député socialiste du Rhône, était parti rejoindre De Gaulle à Londres en 1942. Les enfants, ils les avaient envoyés, les 4 ou 5 enfants, tous envoyés aux États-Unis. Et donc, Dora, c'est après. Mireille Philippe était seule au Chambon, seule et libre de faire ce qu'elle voulait, sans enfants, sans mari. Et elle a décidé, vous le savez, d'aider des Juifs, de faire ce qu'une historienne suisse appelait la ligne Mireille Philippe, qui passait par le Chambon, l'entreprise des rivières protestantes à Saint-Étienne, le presbytère du pasteur Chapal, d'origine Cévenol, Annecy. Il y a pas mal d'échos, hein? Ce sont les Cévennes. Ah oui. Que Dieu se montre seulement. Il y a un bel, très beau, la son est très bonne. Et puis jusqu'à la Suisse. Et après, elle a fait de la résistance armée classique, sans qu'on sache ce qu'elle a fait, puisqu'elle a toujours refusé, jusqu'à son dernier souffle, de témoigner sur les années 40. Et puis j'ai sorti un Dora Rivière. Dora Rivière, qui connaissait Marie-Philippe, était ophtalmo à Saint-Étienne, divorcée, donc libre aussi, il faut bien le dire, de familles liées au plateau, y compris des darbistes d'ailleurs. Et elle a été déportée à Ravensbrück après avoir été une résistante classique. Elle a survécu à Ravensbrück, elle a témoigné, voilà. Et puis, je peux montrer un livre? Je fais pas de la pub, hein? Non. Mais c'est pour les Cévenols, là, puisqu'on parle de Cévennes. Est-ce que vous connaissez ce livre, là, très sobre, hein, très calviniste, hein? C'est l'histoire, c'est la biographie de notre livre, c'est la biographie de l'épervier de Maheu. Livre qui a été quelquefois mal perçu, mal reçu par les protestants des Cévennes, mais qui est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, donc c'est l'histoire d'un livre, d'un prix Goncourt, de la réception d'un prix Goncourt, d'une œuvre, d'un écrivain, et d'un mot, et je vais faire ma conférence, hein, d'un mot. Jean Carrière n'est pas un écrivain spécialisé dans les Cévennes protestantes. Jean Carrière est un bourgeois urbain catholique de Nîmes, dont le seul territoire qui l'ait convaincu, qui l'ait séduit, c'était à la fois la garrigue surchauffée de Nîmes, le Cosméjean, la Camp de l'Hospitalet et le versant nord de l'Égoile. Dans la Châtaigneraie-Cévenol avec les cimetières de famille, niet, ça ne l'intéressait pas du tout, et ne faisons pas d'erreur. Voilà, et enfin j'ai sorti un dernier livre, L'école du peuple, histoire d'une hypocrisie sociale. Un livre sur l'école alsacienne. Je n'en dirai pas plus. Parce qu'il y a peut-être d'anciens élèves de l'école alsacienne, ou des parents d'élèves, ou des grands-parents d'élèves, etc. Voilà. Mais quand j'ai vu notre ministre, qui est un collègue, hein, par ailleurs un type charmant et remarquable, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, devenir ministre de l'Éducation nationale en ayant choisi l'école alsacienne pour ses enfants, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai problème, quoi. Voilà. Et puis je vous montre enfin, parce que c'est un livre qui nous épuise, c'est un livre qui donne envie de relire la Bible. La moisson jaunit dans les collines, et les ouvriers font défaut. Voilà, donc c'est un livre sans ouvriers. Par contre, des gens pour nous féliciter d'accomplir ce travail colossal, monumental. Vous êtes tous là, à nous féliciter, mais félicitez-nous moins et aidez-nous à travailler sur ce dictionnaire biographique. C'est le tome 3, le tome de Jospin, Joxe, Larcher, Le Corbusier, Pierre Loti, vous voyez. Et le tome 4, qui est le tome des monos, des Peugeot, se prépare activement. Je me suis arraché à la rédaction de notices pour venir vous trouver. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'invention des lieux de mémoire huguenots. Voilà. Et je vais citer 3 livres qui sont les livres de départ. Un que vous connaissez tous, et 2 peut-être moins, mais qui sont traduits de l'anglais, mais qui ont des titres brillants et très significatifs. Celui que vous connaissez tous, c'est La légende des Camisards,
de Philippe Joutard. Voilà. Je vais y revenir, puisque Philippe avait travaillé sur une sorte de chose toujours déjà là, toujours donnée, la mémoire orale. Sauf que, et Philippe le sait aussi, la mémoire orale, ça s'invente en partie, ça se fabrique en partie. Je vais y revenir. Les deux autres ouvrages sont l'un d'un juif allemand qui a réussi à quitter l'Allemagne jeune, un peu comme Hannah Arendt. Il s'appelle Eric, il est mort récemment, marxiste, Eric Hobsbawm. Et il a dirigé un livre collectif avec un titre dont j'espère qu'il va vous choquer, vous être énigmatique, L'invention de la tradition. Est-ce que vous comprenez que normalement ce qui est le propre, alors, je vais tantôt vous regarder là et puis tantôt là, parce que je ne peux pas faire les deux. Je salue Jacqueline. Une tradition, par définition, ça ne s'invente pas. Une tradition, ça tombe du ciel. Ça remonte les générations. C'est transmis, c'est donné. Peut-on inventer la transmission? Peut-on inventer la tradition? Ô combien, on le sait aujourd'hui, tout a été inventé. Les coiffes des Bretonnes, les chemises des gardiens de Camargue, tout a quasiment été inventé. Et on verra ce qui a été inventé dans le Massoubéran, peut-être, avec l'autorisation de Denis. On verra ça. Je vais revenir sur le mot d'invention. Et puis, un autre historien anglo-saxon, Ernst Gellner, qui avait écrit un livre au très beau titre en anglais, je le donne en français, Les communautés imaginées. Voilà. Et ce livre portait sur, et je vais commencer par là, sur l'invention au XIXe siècle, parfois fin du XVIIIe, parfois je dirais fin du XXe, l'invention des nations. Par définition, nous croyons qu'une nation a toujours existé. Vous connaissez nos ancêtres les Gaulois, qui sont les ancêtres de très peu de nous, qui sont d'ailleurs les ancêtres de personne, nos ancêtres les Gaulois, et les nations sont des résultats d'invention, de fabrique, de sélection. On choisit des héros fondateurs, on choisit des dates fondatrices, on choisira qu'une défaite peut être plus formatrice pour l'identité nationale qu'une victoire. On préférera, si on est allemand, Iéna, voyez, à Sedan. Et si on est français, de certaine façon, la France, la République laïque, elle est la fille de Sedan, de la défaite de Sedan, de la méditation de la défaite de Sedan, bien plus que des victoires napoléoniennes, etc. Voilà, donc des lieux, des dates, des héros, des paysages aussi. On a tous appris, je suis en train de vous faire une conférence sur la nation, ça vous va? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Je vais répondre à cette question quand même difficile, et c'est pour le même prix. Le tronc est là, vous le voyez, le tronc sur la marge d'escalier. Pour le même prix, vous avez au moins 2 conférences. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Je vais vous le dire, je l'ai écrit, être français, et les plus âgés vont s'en souvenir, pas les plus jeunes. Il n'y a que des jeunes, je vois, dans la salle là. Où sont les plus âgés? J'en vois pas. Qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est avoir dû apprendre par cœur une fable de La Fontaine, et devoir venir la réciter devant tous ses camarades, en rougissant, en bégayant, en étant mort de peur. Voilà, c'est ça être français. Si vous êtes allemand, ce sera un poème de Goethe ou un conte de Grimm. Si vous êtes italien, ça sera peut-être le Dante ou en tous les cas les fiancés de Manzoni. Si vous êtes espagnol, ce sera Cervantes, voyez. Et de même, si vous regardez la grande littérature française, ce sont des paysages très typés. Ce ne sont pas les paysages du Midi, par exemple. Si vous regardez La Fontaine, Racine, Corneille, Molière, Flaubert et les autres, ce sont des paysages plutôt du Nord. Stendhal, c'est un romancier, c'est pas un romancier du Midi, vous voyez. Il a fallu attendre, je vais dire Chanson, Giono et quelques autres, voilà. Donc c'est ça, et donc les historiens, nous savons que tout ce qui se prétend comme naturellement déjà là, les nations, les identités, je vais en revenir sur le protestantisme, est le résultat d'un travail de fabrication, de sélection, de tri, d'oubli. Voilà. Et donc, c'est vrai pour les protestants. Il y a cette dialectique entre mémoire et histoire, entre, je dirais, d'un côté, le couple tradition-transmission et de l'autre, le couple invention-fabrique. Voilà. Et quand vous dites fabrique, j'ai appelé ce livre La fabrique des Huguenots. Vous avez reconnu, j'espère, Berthaud de Constance et Marie Durand. Et Jeanne Lombard, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est Jeanne Lombard, oui. Oui, c'est pas Max Lénard. C'est Jeanne Lombard, très bien. C'est au Musée du Désert et c'est un don d'ailleurs. La photo m'a été offerte par le Musée du Désert pour l'éditeur Labor et Fides. Oui, une fabrique, c'est le titre du livre, La fabrique des Huguenots. Ça veut dire à la fois une construction, fabriquer un objet, c'est faire du réel, mais ça peut être aussi, ça a un côté fictionnel.
Vous fabriquez une histoire, vous fabriquez un livre, vous fabriquez un lieu de mémoire. Pourquoi le Mas-Soubeyran plutôt que la maison natale de Jean Cavalier? Pourquoi? Réponse tout de suite, hein, celle de Jean Cavalier a été détruite. Donc, et bon, encore fallait-il le savoir, etc. Voilà. Et puis, quand on dit invention de la tradition, vous savez que pour les archéologues, le mot invention ne veut pas dire fabrication fictive d'un faux. Invention, ça veut dire exhumation d'un reste archéologique. Hein. Invenire, ça veut dire tomber sur. Hein. Et donc, le mot invention, il faut le prendre au sens de on met au jour un lieu, une figure, un titre, etc. Voilà. Dans le cas des Cévennes, je reviens au livre de Philippe Joutard, il y a peut-être encore d'ailleurs un donné déjà là, une très forte tradition orale que Philippe Joutard donc a rassemblée dans ses légendes des Camisards, que 30 ans après, quasiment, Pierre Laurence, vous connaissez peut-être, hein, qui est un ethnologue là, ou anthropologue de Montpellier, a vérifié sur les vallées de Saint-Jean-de-Calbert et la région. Vous connaissez peut-être le livre de Joutard et du pasteur Henri Manin sur la Pervenche, cette paroisse d'Ardèche. Et je l'ai vérifié, j'ai fait une conférence il y a quelques jours dans le Saint des Saints. Pardon pour le musée du désert. Le Saint des Saints, c'est le boucher de Prangles, chez Marie, hein, n'est-ce pas? Ouais, il n'y a pas que Roland. Voilà. Et j'ai été frappé. Il y avait des Ardéchois dans tous les sens. Pas de Cévenol, des Ardéchois dans tous les sens. L'ancien président, Jacques Stewart, d'ailleurs, qui est en retraite par là. Et j'ai été frappé de la vitalité, de la mémoire huguenote. Les gens me montraient, le boucher, vous savez, ça domine toute une vallée, ils me montraient des lieux d'embuscade, de massacres, d'assemblées au désert. Ils me parlaient de leurs ancêtres. Enfin, moi, j'étais comme un touriste au boucher de Prangles et j'ai découvert la vitalité, encore en 2023, de cette mémoire familiale, orale. Voilà. Et en même temps, le problème de la mémoire, j'ai un immense respect pour la mémoire, mais le problème de la mémoire, c'est que c'est intermittent, c'est fragile, c'est fluide. J'aime bien le mot labile. Hein. J'ai fait du latin, mais je l'ai oublié. Hein. C'est labile, ça s'effrite, ça s'érode, ça s'use la mémoire, comme l'arène granitique, si vous voulez. Et je voulais vous donner un très bel exemple. En 1880, un pasteur... Je reparlerai des pasteurs historiens, ça va être long, hein, mais la soirée est douce. On fera 2 entractes, hein, à 19h30 et à 21h30, ça ira. Et on boucle vers 23h, ok? Demain, à 9h du matin, je vais être au Chambon-sur-Lignon, donc je ne peux pas non plus passer la nuit au musée. Oui. En 1880, un pasteur historien, comme il y en avait énormément au 19e, Daniel Benoît, qui est un peu le pasteur de la geste du désert, décide d'écrire un livre sur Marie Durand. Et c'est son mot, un mot qu'on n'aime pas toujours au musée du désert, mais que moi j'aime beaucoup. Il part en pèlerinage, donc son mot, au boucher de Prangles. Et il interroge les gens sur Marie Durand au boucher de Prangles, 1880. Et voici sa conclusion. C'est en vain que dans les lieux qui l'ont vu naître, ils, c'est lui et un ami, parlèrent de l'héroïne d'Aigues-Mortes. C'est en vain qu'ils interrogèrent les vieillards du hameau. Le boucher de Prangles a perdu le souvenir de cette famille de confesseurs et de martyrs. Voyez, donc... voyez ce que c'est que l'invention de la tradition. S'il n'y avait pas eu Daniel Benoît, s'il n'y avait pas eu cet énorme mouvement collectif de collecte, de transmission, de mise en valeur, de muséification de la mémoire de Marie Durand elle-même était perdue chez elle, au boucher de Prangles. Alors qu'aujourd'hui, assemblée annuelle, musée qui a été d'ailleurs transformé et enrichi, qui est très intéressant. Bon, et puis Marie Durand, c'est l'icône de la mémoire huguenote, sauf qu'elle avait été oubliée. C'est la fragilité de la mémoire. Et donc, il a fallu, au XIXe siècle, pour la minorité huguenote, comme on l'a fait pour d'autres minorités, je pense aux Vendéens, aux Chouans, hein, je pense aux Basques, etc., qu'il s'agisse de minorités nationales ou de minorités religieuses, il n'y a pas plus passionné de mémoire que les Juifs européens du XIXe siècle. Ils ont même inventé ce qu'on appelle la science du judaïsme. Il y a un énorme travail de musée, de muséographie universitaire, de collecte des inscriptions, etc. Donc toutes les minorités, toutes les nations, au XIXe siècle, vous le savez, qui est le siècle de l'histoire, sont entrées en travail d'histoire, de collecte, de sauvegarde de ces documents. Et ça a été le cas pour les protestants français, les huguenots,
Alors, les Huguenots, je dirais qu'ils avaient, pour ce qui est de leur mémoire, un handicap et puis un privilège. Alors, je commence par le handicap, pourquoi pas. Le handicap, qui est un handicap là, qui va flatter votre identité doloriste, victimaire, huguenote. Le handicap des Huguenots, c'est que, et je suis très sérieux, hein, l'État, la monarchie catholique, a essayé de briser le protestantisme socialement, économiquement, religieusement, mais aussi il y a eu une sorte de tentative permanente de mise à mort historiographique. Et donc c'est un mot d'ailleurs que j'ai emprunté et qui m'avait vraiment séduit à Hubert Bost, hein, qui parlait de révisionnisme historique autour de 1685. Alors il ne s'agit pas, c'est pas le négationnisme de la Shoah ou des Arméniens, mais c'est très net, en particulier pour la Saint-Barthélemy, plus sans doute que pour la Révocation. La monarchie massacre, la monarchie assassine les êtres, les corps humains, mais aussi le corps social huguenot, mais elle est très soucieuse de cacher ce qu'elle fait. Exactement comme tous les régimes totalitaires plus tard, comme tous les régimes génocidaires plus tard. Et comment fait-elle? Eh bien, elle a des historiographes, elle a des avocats, elle a des évêques, elle a des historiens qui bâtissent un récit historique officiel destiné à priver les Huguenots de la vérité de l'histoire, après les avoir privés de leur liberté religieuse et quelquefois de leur vie. Voilà. Et ce handicap, cette sorte de volonté de silence révisionnisme, a accompagné les protestants tout au long des siècles. Voilà. Et on a perdu beaucoup de choses. En revanche, le privilège de ces protestants, d'abord, c'est d'être très conscient de ce qui se faisait, du fait qu'une minorité en général, et c'est vrai partout, et c'est vrai des juifs européens dans les années 40, une minorité, je répète, elle est, si on essaie d'en finir avec elle, elle est toujours tuée, ou on essaie toujours de la tuer deux fois. Une fois physiquement et une fois historiographiquement, pour que les siècles à venir ne gardent pas la mémoire de ce qui a été fait à cette minorité-là. Alors, ce qu'a fait la minorité protestante, comme la minorité juive, et c'est vrai aujourd'hui, il suffit de venir une fois par an le dimanche après-midi au musée du désert, elle a, depuis le XVIe siècle, elle a, je dirais, produit de génération en génération des cohortes, des nuées, ça va, des nuées, des théories, comme disait Léon Blum, qui avait de la culture, des théories d'historiens, disons-le, militants. Plus tard, ils vont passer l'agrégation d'histoire et c'est d'entrer en Normal Sud, mais il y a toujours un côté militant dans une histoire militante pour sauver en particulier les noms des victimes. Voilà. Et c'est Lucien Lazare, un des grands noms de Yad Vashem et du travail sur les Justes en Israël, qui m'avait dit qu'il avait été fasciné par les murs des noms du musée du désert avant le lieu de la mémoire. Je vais y arriver. J'y arrive. Vous avez vu que je me suis équipé d'un petit brumisateur qui m'avait été donné un jour de canicule à Abraham Mazel, à Falguière, il y a 4 ans. Le mémorial de la Shoah a vous savez, le mur des noms, le mur des noms des justes, il y a de Vachem aussi, mais les premiers à avoir fait ça, les premiers, ce ne sont pas les Juifs. Ce sont les Huguenots français. Et dès le XVIe siècle, le fameux livre de Jean Crespin, un autre exilé, ils sont tous exilés. Crespin, oui, c'est celui dont on dit qu'il est le cousin de Calvin. Hein. Vous savez, c'est à l'époque où la Normandie était le haut-lieu huguenot, ce n'était pas encore les Cévennes. Jean Crespin a publié, sans cesse réédité, sans cesse grossi, à Genève, le livre des martyrs. Et le livre des martyrs, qu'est-ce que c'est d'autre que le livre des noms qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils ont été massacrés. Et ça continue, et Jurieu a voulu le faire après 1685. Pierre Jurieu, alors c'est pas Daniel Benoît, c'est celui qui a écrit l'histoire de l'île de Nantes, c'est un autre Benoît. Hein. Son prénom c'est, aidez-moi, Benoît, Denis. On le trouvera dans le musée. Vous le trouverez au musée. Il n'a pas été réédité, mais bon. Donc Benoît, c'est Pierre Benoît. Non, c'est pas Pierre Benoît, bien sûr. Non, excusez-moi. Ouais, ça va. C'est pas Pierre Benoît, c'est un autre Benoît. Il a aussi fait ça. Et puis, je le rappelle, je le montre dans ce livre, les frères Hague, vous savez, la fameuse encyclopédie biographique parue dans les années 1840-1850, ils le disent noir sur blanc. Il s'agit de coucher sur le papier les noms de tous ceux qui ont souffert quelque chose. Même si on sait juste un truc.
Voilà. Dans un massacre, il y a un nom, on le met, vous voyez. Ça a été repris d'ailleurs beaucoup plus tard par Métron, vous savez, le patron de l'énorme dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier. Si vous avez mené une grève de 2 jours dans une filature de Sainte-Croix de Caderle en 1923, on ne sait rien d'autre qu'un tel a mené une grève, vous êtes dans le dictionnaire Métron. Métron dont, tu le sais peut-être, dont l'épouse était protestante de la famille de Pierre Roland. C'est étonnant de savoir ça, hein, vous savez, le fameux Métron, voilà. Et donc, il y a toujours eu dans le monde protestant, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, je dirais, des fabriques continues d'historiens, soit de métier, soit essentiellement des pasteurs ou des érudits au XIXe siècle. Voilà. Et lorsque nous arrivons au XIXe siècle, eh bien, le protestantisme français va bénéficier, ça n'était pas le cas au XVIIIe, ça l'est au XIXe siècle, il bénéficie donc d'un nouveau corps pastoral. Et je crois qu'il y a des pasteurs dans la salle. Hein, et il me semble qu'aujourd'hui, les pasteurs ne s'intéressent plus à l'histoire. Est-ce que c'est la faute à Karl Barth? Je ne sais pas. Mais je crois que les pasteurs d'aujourd'hui, sauf Michel Jass. Ah, Michel. Vous le connaissez, Michel Jass? Oui, quand même, hein, les Cathares, etc. Mais à part Michel et quelques autres, au XXe siècle, il y a eu Charles Boss à la salle, il y a eu Henri Bosque, l'histoire des Camisards, mais il y a très peu de... Alors qu'au XIXe siècle, la plupart des pasteurs avaient une vraie tentation historienne et souvent devenaient l'historien de leur paroisse, de leur région au sens ecclésiastique du terme. Voilà, il y a des histoires comme ça du Dauphiné, de la Provence, du Vivarais, du Tarn, etc., etc. Voilà. Ces pasteurs, d'ailleurs, c'est pas du tout un cas exceptionnel. Je viens de dire que le protestantisme, comme le judaïsme, hein, produit beaucoup d'historiens militants, mais c'est quelque chose de très, je dirais, de quasi banal au XIXe siècle. Il a été montré, notamment pour les Scandinaves, les Slaves, que les gens qui ont, entre guillemets, inventé les identités nationales, vous savez, au XIXe siècle, un Slovène, ça n'existait pas. Vous le savez, ça ? Est-ce que vous savez que les Croates n'existaient pas? Vous le savez? Que les Slovaques n'existaient pas, hein, ils n'avaient pas de langue. Il y a des linguistes qui ont essayé de trouver, de distinguer le tchèque du slovaque. Alors qu'au départ, c'était la même langue, vous voyez. Et on s'est aperçu que dans tous ces groupes qui cherchaient à s'inventer une identité, nation ou minorité religieuse, eh bien, les clergés ont joué un rôle essentiel. Alors, quand vous êtes en pays luthérien, c'est des pasteurs luthériens. Ici, en France, c'est des pasteurs calvinistes. En Lituanie, en Pologne, ce sont des prêtres catholiques. Ailleurs, des prêtres uniates. Ailleurs, des prêtres orthodoxes. Vous voyez, je dirais que l'intellectuel de base qui contribue à inventer la nation ou la minorité, au sens que je donne à ce mot d'invention, c'est d'abord les membres du clergé et ensuite les instituteurs. Voilà. Et le protestantisme ne manque ni des uns ni des autres. Alors, il y a quand même un problème. Et je voudrais là, je vais dire un mot de Marie Durand et un mot du musée du désert. Le problème, vous le savez, c'est quelque chose dont nous sommes très familiers aujourd'hui. Il y a 20 ans de ça, il y a un livre qui avait été publié, que les historiens n'aiment pas d'ailleurs. Il est de bon ton de ne pas l'aimer. La concurrence des victimes. Ça vous dit quelque chose, hein? Vous voyez, entre Israël et Palestine, qui est le plus victime, hein? Qui a le plus de droits, qui a le plus souffert dans l'histoire? C'est presque stupide, c'est presque indécent de mesurer sur une échelle de Richter de la victime qui a le plus souffert. Mais, alors, cette concurrence des victimes, moi je vais parler de concurrence de mémoire, de concurrence des lieux de mémoire, et je vais en parler à l'intérieur du protestantisme français. C'est-à-dire que, vous n'êtes pas tous Cévenol, vous devez savoir que il y a plusieurs régions protestantes françaises qui avaient des titres, je dirais, à devenir la région par excellence de la mémoire huguenote. Voilà. Je co-dirige ce dictionnaire avec André Ancrevet, qui vous salue depuis Exoudun, son Poitou. Hein. Eh bien, André n'oublie jamais de me dire, Patrick, il n'y a pas que les Cévennes, il y a le Poitou. Un de mes éditeurs, du Mireille Philippe, là, Éric Perrard, Dromois, me dit, Patrick, ton nationalisme cévenol me fatigue. La Drôme, mais que serait le protestantisme sans Dieulfi, Cré, vous prononcez comme ça, Poète-Laval, Bourdeau. Où a commencé le prophétisme? Où a commencé le prophétisme? C'est dans la Drôme, c'est la fameuse bergère de Sao, la forêt de Sao, qui s'appelait Isabeau Vincent, c'est ça, hein? Qui le sait? Ah, oui, il y a des Dromois, il y a de faux Cévenols dans la salle.
des droits d'adoption qui trichent. Oui, vous voyez. Donc il y a une concurrence régionale éventuelle. Et puis, il y a une concurrence, je dirais, des lieux de mémoire. Je vais donner 2 exemples. Parce que n'imaginez pas que vers 1850, le musée du désert existait. Vous savez qu'il n'existait pas, le musée du désert. Voilà. Qu'est-ce qui existait? Il existait un hameau sans arbres, vous le savez. Hein, il n'y avait pas d'arbres dans les Cévennes à l'époque. Surtout ici, hein, il n'y avait pas d'arbres. C'était nu, c'était sec. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais pas ici. Trop chaud, trop sec, trop bas ici, pardon. On dit toujours sous les châtaigniers du Massoudéran. Il y en avait, oui. Il y en avait. Là, c'est pas de châtaigniers. Hein. Là, je regarde autour de moi, je vois pas un seul châtaignier. Oui. Ils ont tous été malades. Bon, oui. Mais les photos du Massoudéran de 1900, mais même les photos, Jacqueline, les photos des Cévennes, la châtaigneraie est une sorte de verger très nu. C'est pas du tout la forêt que nous voyons aujourd'hui. En tous les cas, il y avait donc, on ne savait pas ce qu'était le musée du désert. La tour de Constance, je vais y revenir, mais c'était Aigues-Mortes, il y avait quasiment plus de protection à Aigues-Mortes. C'était pas du tout ces hauts lieux que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a eu, tout au long du XIXe siècle, je dirais une concurrence feutrée. Ça va le mot feutré? Je trouve que c'est un mot assez calviniste, vous voyez. Hein, le catholicisme est plus baroque, vous voyez, c'est mon côté catho, vous voyez mon côté catho, mais le protestantisme calviniste chuchote, n'est-ce pas? Une sorte d'élégance naturelle. Quand il y a des conflits, ils sont toujours, non pas larvés, mais feutrés, hein, on est d'accord? Voilà. Et il y a eu des conflits feutrés ou des conflits spontanés. Et je vous donne un exemple. La prison de femmes, ou la prison tout court. Oui, parce que c'est encore plus compliqué pour la tour de Constance. La prison qui aurait pu être l'icône même du protestantisme carcéral, enfermé, sans armes, qui a tenu bon pendant des dizaines d'années, ça aurait pu être la tour, alors je prononce à la française, mais la tour de Crest. Oui, je sais. Alors, comment tu dis en France? La tour de Cré, n'est-ce pas? Ok. La tour de Cré. Voilà. Ce soir, j'irai du côté de Viala, n'est-ce pas? Non, Vialas. Bon, la tour de Cré. La tour de Cré. Vous l'avez vue, la tour de Cré? Elle est magnifique, elle a une allure. Moi, j'y suis passé un soir par hasard. Je venais d'une conférence à Bordeaux. J'ai vu cette sorte de... Il y avait des kebabs en bas. Hein. C'est la Drôme d'aujourd'hui. Hein. Il y avait des kebabs en bas. Je cherchais d'ailleurs un kebab. Et il y avait cette tour, c'est très impressionnant, qui vous écrase. Il y a eu des évasions. C'est extraordinaire comme histoire. Il y a des graffitis. Il y a des graffitis de huguenots. Hein. Et donc, la tour de Cré aurait pu devenir ce qu'est aujourd'hui la tour de Constance. Et d'ailleurs, la SHPF, la Société d'histoire protestante français, n'a pas manqué. Vous savez, à un moment, la SHPF a fait un tour de France des hauts lieux régionaux. Bon, elle a commencé par les Cévennes, par Nîmes. Elle a commencé par Nîmes, Anduze, ici, et puis la tour de Constance, parce que les jeux étaient faits. Mais ça aurait pu être la tour de Cré. Et si j'en viens maintenant à la tour de Constance, est-ce que vous savez qu'à la tour de Constance, il y a eu aussi concurrence de mémoire, je dirais, entre les deux grandes résistances qui ont marqué le monde huguenot. La résistance armée, qui incarne de manière brillantissime. Je sais, il est né dans le Gard, mais toutes ses racines étaient lozériennes. Prophète, prénom prophétique de l'Ancien Testament, mort au combat, contrairement à d'autres. Non, Roland, ça va. Qui s'est évadé de la tour de Constance, avec des draps, etc. Abraham Mazel. Voilà. Et est-ce que vous savez que le premier qui découvre le célébrissime Résister, ça va? Résister. Le premier, je signale que Jean-Paul Chabrol vient de publier chez Perrard, en Pelosse, un petit livre avec un titre génial, Résister, histoire d'un graffiti célèbre. Je vous le recommande. Le premier qui découvre ce graffiti, donc Résister, c'est un grand nom ici au Musée du Désert, c'est Puot. Alors c'est François Puot, le pasteur historien. Alors là aussi, c'est un converti du Réveil, etc. Il le découvre et il écrit noir sur blanc dans une revue qu'il dirigeait à l'époque. C'est sans doute l'un des compagnons d'Abraham Mazel qui, de la lame de son couteau, a gravé Résister. Il n'a pas pensé un instant que ça pouvait être une femme. Voilà. Et lorsque la SHPF visite la tour de Constance, elle est partagée entre deux admirations, celle pour Marie Durand et celle pour Abraham Mazel qui a réussi à s'enfuir de la tour de Constance. Et vous le comprenez, si vous célébrez Abraham Mazel, vous célébrez la résistance en armes.
des gens qui n'ont pas eu peur de la violence, et d'une violence qui a été constructive, puisqu'elle a servi jusqu'aux années 40, dont tu parlais tout à l'heure, d'avertissement aux administrateurs. Mais on a préféré, à un moment, se souvenir de Marie Durand, à tel point que beaucoup de gens ne savent pas que la prison de la Tour de Constance a d'abord été une prison d'hommes. Vous le savez, hein. Et puis bien d'autres tours aussi à Aigues-Mortes, voilà. Et on a cru, on a écrit, maintenant on est plus prudent, mais on a écrit que c'est Marie Durand, car c'est ça la construction de lieu de mémoire. Puisque Marie Durand devenait la plus célèbre, il fallait absolument que ce fût elle qui écrivit, excusez-moi. J'étais dans l'écrivation, mais qui écrivit, vous avez entendu le circonflexe ? Le résister, alors que c'était peut-être un soldat d'Abraham Mazel en 1704 et pas du tout Marie Durand vers 1732 ou 1740. Vous voyez ? Mais comment, Jacqueline ? Oui, ça c'est une réaction intéressante. Hein. On ne touche pas, je dirais, c'est une sorte de légende, mais au bon sens du terme. La légende, vous savez, c'est ce qui doit être lu sous l'image. Hein. Ça veut dire que ce soit inventé, voilà. Et puis, je le signale aussi, vous avez vu comment, pour arriver à ce que Marie Durand, de la Tour de Constance, incarne la résistance sans armes huguenotes, il a fallu que la Tour de Cré soit laissée de côté, il a fallu qu'Abraham Mazel soit laissé de côté, et je signale que à un moment, on a un peu hésité entre Marie Durand et puis une autre ardéchoise, d'ailleurs, Isabeau Menet. Je ne sais pas si vous la connaissez, Isabeau Menet. Elle, c'est bouleversant parce qu'elle est rentrée en prison à Tour de Constance avec son petit garçon. Voilà, qui a grandi pendant quelques années. On sait aujourd'hui qu'il y a eu quelques bébés, quelques femmes anciennes qui ont accouché, et quelques enfants qui ont vécu à la Tour de Constance. Quand il a été à l'âge, je dirais, l'adolescence, il a été libéré, mais pas sa mère. Et sa mère, Isabeau Menet, a perdu la raison à Tour de Constance, et quand elle est devenue folle, le texte dit que le roi l'a rendue à son père. Isabeau Menet, vous la connaissiez ? Aurait pu devenir l'icône de cette mémoire huguenote, ça a été Marie Durand. Deuxième exemple de concurrence plus ou moins spontanée et construite des mémoires, j'en viens donc au... je regarde, hein, oui, il ne faut pas être trop long. Encore 2 ou 3 minutes, j'en viens à parler de ce lieu, vous savez, qui s'est appelé, qui s'appelle le Massoubéran, d'accord ? Qui s'est longtemps appelé, et c'est très beau, hein, c'est très très beau, qui s'est longtemps appelé, absolument pas le musée du désert, bien sûr, c'est pas un musée, la maison de Roland. Vous voyez, on disait au XIXe siècle, la maison de Roland, ça n'est devenu musée du désert qu'en 1911, etc. Et là aussi, il y a eu concurrence entre 2 hauts lieux de la mémoire huguenote. J'ai nommé les Cévennes, bien sûr. Je dirais d'ailleurs pourquoi les Cévennes ont tout emporté, toute la mise. Et puis, à l'époque, une région rurale, montagnarde, particulièrement archaïque, particulièrement perdue, glaciale, froide, dans laquelle un sous-préfet de l'époque disait les hommes viennent au culte armés. Ils déposent 1830-40, ils déposent leurs armes en entrant, les reprennent en sortant. Un lieu où les Cévennes, d'ailleurs, dit-on, envoyaient à la fin du XVIIIe les pasteurs un peu difficiles dont on ne voulait pas. Voilà, un lieu dont le proverbe dit, aujourd'hui c'est plus le cas, dont le proverbe dit 10 mois d'hiver, 2 mois d'enfer. Ce lieu perdu qui n'intéressait personne, que personne ne connaissait, y compris les protestants, s'appelait à l'époque le Chambon de Tence et s'appelle aujourd'hui le Chambon-sur-Lignon. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette jolie musique ? Ah, c'est mon ami de Saint-Germain-Calbert qui se fait remarquer. Je le salue. Je te salue amicalement. Eh oui, non, oui, c'est pas grave. Je vérifie le mien du coup. Oui, ça va. Ok. Oui, en 1700, j'ai oublié la date, vers 1730, dans un très gros domaine qui existe toujours, sur le plateau, à mi-chemin entre Saint-Agrève, à mi-chemin entre Saint-Agrève et le Chambon-sur-Lignon, une grosse ferme qui s'appelle, on se dirait en Cévennes, le Mazel. C'est là que le plus célébrissime, le plus héroïque, celui dont toutes les femmes avaient envie d'être amoureuses, c'est pas Roman des Cévennes, c'est le pasteur Désubat. Ça va, Mathieu Majal dit Désubat a passé sa dernière nuit d'homme libre.
Voilà. Il venait faire une assemblée du désert, un traître l'a suivi, il a été arrêté dans la nuit, il est mort, vous le savez, en place publique à Montpellier, et il a dormi sa dernière nuit, donc, au Mazel. Voilà. Et on avait conservé, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on avait conservé le lit dans lequel, voyez comment on écrit la légende, dans lequel Mathieu Majal dit Désubat avait vécu ses dernières heures d'homme libre. Voilà. Et il a commencé à se forger dans les années 1880, y compris par des gens qui éventuellement étaient arrivés à Nîmes, avaient visité Anduze, les Cévennes, le pont de Montvert pour l'abbaye du Sheila, et puis terminé par la Haute-Loire et la Haute-Ardèche. Il s'est créé un début, un ersatz de pèlerinage, notamment avec des Britanniques. Vous savez combien les Britanniques comptaient à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, dans l'invention des lieux de mémoire protestants européens. Il n'y aurait pas Torre Pellicce, il n'y aurait pas les vallées vaudoises et leurs musées sans l'argent, il faut le dire, hein, le tronc est là sur la... Hein, tu vois, je mouille la chemise. Hein. Sans l'argent britannique, sans les pasteurs britanniques, sans cette passion, si vous voulez, de grands frères protecteurs, qui était l'église anglicane britannique, pour les petits frères persécutés, les Vaudois des Alpes, et, des deux côtés des Alpes, et les Huguenots cévenols. Et il y a eu un début de pèlerinage. Les gens venaient voir le lit dans lequel avait dormi Désubat. Il paraît que certains commençaient à enlever, même si ce n'est pas très protestant, à racheter des éclats de bois, vous savez, des montants du lit, pour repartir avec des traces physiques. Hein. Je signale que le musée du désert, dans les années 1920 encore et 30, n'hésite jamais dans sa communication officielle à parler de pèlerinage et de reliques. Alors pour nous, ça sonne très catholique. Hein. Je pense aussi que la minorité protestante est tellement, je dirais, ennoyée dans une culture, un vocabulaire catholique, que le mot relique a été approprié en quelque sorte, même si, bien sûr, on n'attend pas de miracles physiques, de thaumaturgie de la relique, peut-être des miracles de mémoire. Voilà. André Trocmé, vous le savez, le célèbre passeur du Chambon, raconte que une nuit, un très riche Américain, amateur de reliques, vous savez qu'à l'époque, les Américains achetaient tout ce qui était cloître, roman, depuis Saint-Guilhem du Désert, le Canigou, etc. Il a acheté le restant du lit de Désubat au propriétaire du Mazel. Et il a dormi sur place. Et le lendemain, quand il a voulu prendre le lit était là, mais le propriétaire, qui était un darbiste, avait gravé sur le montant du lit « idolâtre » pour punir le client américain. Je veux dire par là, pour revenir à l'essentiel, je veux dire par là que, voyez, il n'y aurait pas fallu grand-chose pour que l'incarnation, la quintessence, le lieu de mémoire par excellence du désert soit le Mazel. Là-haut, à côté du Chambon-sur-Lignon. Ça a été ici le musée du désert. Alors pour quelle raison, j'en termine, hein, Denis, rassure-toi. Oui, ça fera une... Oui, c'est bon. Pour quelle raison, donc, les Cévennes l'ont-elles, si j'ose dire, emporté il y a plusieurs raisons. Hein. Peut-être d'abord, il faut le dire, la proximité de certaines grandes villes. Avec notamment à Montpellier, à Nîmes, je dirais de vraies grandes bourgeoisies protestantes. Ça compte, ça compte. Hein. Le Chambon-sur-Lignon, vous êtes loin de tout. Hein. À Florac, vous êtes loin de tout. À Nîmes, vous avez cette très bonne bourgeoisie protestante qui a encore ses filatures, ses palmiers. Vous voyez ce que je veux dire? Du côté de La Salle, Saint-Jean-du-Gard, Mialet, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi une université, évidemment, à Montpellier. Deuxième chose, ce qu'a compté dans les Cévennes, c'est la guerre des Camisards. Voilà, j'y reviens. La guerre des Camisards, vous le savez, a marqué la France, elle a marqué l'Europe. Elle a été un événement très médiatisé en Europe. On avait cartographié à l'époque en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, on avait cartographié le théâtre des événements. Donc, je pense que la guerre des Camisards avait en elle seule une telle puissance mémorielle que ça suffisait à tout emporter. Voilà. Plus que
les prédicants du désert ou que les prophètes qui ont marqué le Vivarais ou le Dauphiné. Voilà. Et puis, vous savez ce que c'est c'est l'air très injuste, hein, d'une certaine manière. La mémoire nourrit la mémoire, la notoriété nourrit la notoriété, le flux de pèlerins nourrit le flux de pèlerins. Et donc, à partir de là, je crois que ça a été l'entrée en mémoire, l'entrée en sanctuarisation du monde cévenol, du paysage cévenol, a été irrésistible. Des visiteurs de premier plan sont venus. J'ai souvent parlé ici de Napoléon Peyrat. Vous savez quelque chose ? Je prononce à la française, Napoléon Peyrat, hein, celui qui a réhabilité les Camisards avec son livre Les Passeurs du désert en 1842. Peyrat est venu à pied depuis Mende, il est monté au sommet du Bougès parce que pour lui, Dieu avait parlé par la bouche d'Esprit Séguier. Et après Peyrat, vous savez que lorsqu'un Écossais dont vous avez entendu parler, je pense, Robert Louis Stevenson, c'est ça ? Lorsqu'il est venu dans les Cévennes, il a pris un seul livre dans son sac à dos. C'était le Peyrat, Les Passeurs du désert. Et vous savez combien le succès de Stevenson en a rajouté dans une sorte de sédimentation dans les lieux et dans les figures de mémoire qui fait qu'après, ça devient irrésistible. Pour Marie Durand, il y a le travail d'historien de Daniel Benoît dont je parlais tout à l'heure. Et puis très vite, il y a l'iconographie. Hein. L'iconographie, c'est-à-dire, il se trouve deux peintres, Max Lénard, ça va ? J'ai bien prononcé, hein, c'est Lénard, nous sommes d'accord, hein, rien de plus. Et puis Jeanne Lombard. Et Jeanne Lombard, on disait toujours fille de pasteur suisse et de mère vaudoise des vallées vaudoises. C'est vrai pour sa mère, mais le père de Jeanne Lombard était tout ce qu'il y a de plus français. Il a même commencé sa carrière de pasteur à Pranles. À côté du boucher de Pranles, c'est extraordinaire. Hein, voilà, et Jeanne Lombard a peint, donc, vous le savez, Marie Durand, Max Lénard a peint Marie Durand. Non seulement ils ont peint, mais ça a été reproduit dans la presse religieuse. Max Lénard était très attentif, on a même ses devis, ses contrats, très attentif à la reproduction de masse par vous savez, la gravure qu'on trouve derrière le canapé, dans les magnaneries, vous voyez, dans les maisons que les magnaneries, la carte postale. Voilà. Et puis je terminerai en disant que une question que je me suis posée dans ce livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà posé cette question. Je vous la pose. Hein. C'est une question, alors là, c'est une énigme majeure de la France. Est-ce que vous pouvez me dire quel âge a... Attention, je vous laisse vous préparer. Marianne, celle qui est dans nos mairies. Vous lui donnez quel âge ? Vous êtes déjà posé une fois la question, quel âge a-t-elle ? Deuxième question, est-ce que vous êtes demandé un jour quel est l'âge de la Vierge Marie qu'on voit partout dans les églises et sur les photos ? Plutôt 30 ans ? Plutôt 60 ans ? À l'époque où la Pietà reçoit le corps de son fils mort, elle ne peut pas avoir 30 ans. Il les a, lui, le fils. Vous vous êtes posé cette question ? Et moi, je me suis posé la question de l'âge de Marie Durand. Parce que, alors, Lénard, peut-être que je confonds, j'aurais dû me relire, j'ai plus le temps de me relire. Le livre est gros, hein, je n'ai pas pu le relire pour vous. Jeanne Lombard et Lénard représentent tous les deux Marie Durand. De mémoire, Max Lénard, qui à l'époque est un homme jeune, à la force de l'âge, et qui est follement amoureux de sa femme, qui va perdre très, très vite, et c'est le drame de sa vie, qui était la fille d'un prof de médecine protestant, bien sûr, de Montpellier, qui était une brune incendiaire, c'est ça ? Magnifique. Non, c'est important, hein, parce qu'il il lui a demandé de poser. Et si vous savez, les religieuses, pas les religieuses, lapsus intéressant, les diaconesses, bref, les compagnes de Marie Durand qui sont sur la plateforme de la Tour de Constance. Hein ? C'est les prisonnières, mais oui, bien sûr, c'est les prisonnières. Mais en même temps, non. En même temps, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'elles font à la Tour de Constance ? Elles font ce que font les carmélites dans le Carmel. Elles prient.
Elle prie pour le troupeau protestant dispersé dans les Cévennes. Elles le savent. Que font les galériens? Ils prient aussi. Il y a une sorte de, comment dirais-je, de répartition des rôles. Vous savez, on a parlé de l'église flottante pour les galériens, l'église captive pour les... Il y a un côté religieuse au meilleur sens du terme. Tiers-ordre, bon, je ferme la parenthèse. Quand il représente Marie Durand et ses compagnes, on sait qu'il a fait poser à plusieurs reprises sa jeune femme qui, à tour de rôle pour plusieurs personnages, vous voyez. Et Marie Durand est jeune chez Max Sénard, alors que chez Jeanne Lombard, c'est une dame âgée. Vous savez qu'elle est rentrée toute jeune. Hein. Au XIXe siècle, on croyait qu'elle était rentrée à 17 ans à la Tour de Constance. Elle est rentrée plus tard. Et en revanche, Jeanne Lombard choisit de la faire plus âgée. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis demandé à la fin de ce livre, je ne sais pas si c'est iconoclaste. Non, ce n'est pas iconoclaste, puisqu'il s'agit d'icônes. Je me suis demandé si le succès de Marie Durand dans le monde protestant qui fait qu'elle est devenue cette icône, si c'est pas une sorte, je parlais tout à l'heure, d'appropriation de la culture et du vocabulaire catholique dans cette minorité noyée par la masse catholique, si Marie Durand, c'est pas une sorte de, comment dirais-je, d'équivalent protestant de Marie pour les catholiques et de Marianne pour tous les autres Français. Vous avez noté, c'est le hasard des prénoms. Hein. Ça aurait été Isabeau Menet, ça ne marchait pas, mais elle s'appelle Marie Durand. La République s'appelle Marianne. Maurice Agulon a beaucoup travaillé sur ce prénom. Et la Vierge Marie s'appelle Marie. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose, un tréfonds dans ce culte de l'icône Marie Durand, une sorte de plaisir intime d'avoir... C'est pas une déesse, c'est pas une incarnation abstraite, elle a vraiment vécu, contrairement à la Marianne républicaine, mais d'avoir la possibilité de se projeter dans une incarnation physique de la résistance héroïque huguenote. Et lorsque le Passeur d'ombre a écrit en 1923, je crois, une très belle pièce de théâtre qui a été beaucoup jouée dans les unions chrétiennes de jeunes filles, le mot qui fut gravé, dans sa correspondance avec la cause, il dit « J'ai été heureux d'offrir aux jeunes protestants d'aujourd'hui une sorte de modèle ». Donc vous le voyez, j'en termine là-dessus, vous avez compris, la mémoire, c'est pas une sorte de, comment dirais-je, de fleuve tranquille ou de gardon tranquille, c'est un travail continu, permanent. Il y a des éclipses, il y a des intermittences, il y a des inventions, il y a des regains. C'est quelque chose de très vivant, la mémoire. Et bien sûr, comment dirais-je, ça s'incarne dans des figures, des dates et des lieux. Mais regardez aujourd'hui, je termine là-dessus, regardez aujourd'hui la montée en puissance du Chambon-sur-Lignon dans la mémoire juive mondiale et aussi aujourd'hui dans la mémoire huguenote française. Donc il y a comme ça des rééquilibrages dans le territoire, dans les formes de résistance, puisque le Chambon-sur-Lignon, c'est une résistance à la Marie Durand, pacifiste, alors que les Cévennes sont le pays d'Abraham-Mazel et des maquis. Voilà, j'espère que vous retiendrez qu'il n'y a rien de plus, je dirais, de moins immobile, de moins toujours déjà là que la mémoire. La mémoire, c'est un travail permanent, c'est une gésine, c'est un accouchement permanent, avec des perdants, des gagnants, des revenants. Voilà ce que j'essaie de montrer dans cette fabrique du Huguenot. Je vous remercie pour votre attention.